On apprécie d'autant mieux les moments de grâce qu'on sait qu'ils jaillissent de grands moments de labeur et de dureté. Mais oui, j'aime écrire. Globalement, c'est la tonalité qui domine tout de même. Dans l'écriture, c'est la joie. Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et apprendre des plus grands ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans ce podcast de découvrir les coulisses de la vie d'auteur. Son processus créatif, son quotidien, ses secrets, ses questionnements et ses moments de grâce. L'idée ? Partager l'expérience et le savoir des écrivains titulaires de la chaire d'écriture de Sciences Po qui dispensent aux étudiants des cours d'écriture et de création depuis 2019. Une série de 10 épisodes réalisés par Baptiste Dupin, diffusée sur actualité.com en partenariat avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création. Sciences Po. Bonjour Mohamed. Bonjour Aurélie. Tu sors de cours ? Oui, de 4 heures de cours aujourd'hui à Sciences Po. Tu es fatigué, exalté, comment te sens-tu ? Après les cours, c'est un mélange de fatigue physique et d'exaltation mentale ou intellectuelle, disons. Et après, ce sera une complète fatigue physique et fatigue intellectuelle. Mais là, je suis encore dans le cours, si tu veux. C'est la première fois que tu enseignes d'ailleurs ? À ce degré-là de responsabilité, oui. J'ai déjà enseigné il y a quelques années avec un copain, quand on était encore des doctorants sérieux à l'école des hautes études. On animait ensemble un séminaire fourre-tout, intitulé Critique de la transmission, où on faisait intervenir des enseignants de Subakdo, c'est un art martial coréen, le lundi, et le lendemain, on faisait quelque chose de très sérieux, voire d'un peu lourd sur le Rwanda. D'ailleurs, j'étais au Rwanda il y a quelques jours, et aujourd'hui, en cours, puisque tu me demandes ce que je faisais, c'est ce que je faisais. J'ai fait tout un séminaire, un atelier d'écriture sur la mémoire. T'as lu la trilogie ? De Jean Hatzfeld ? Ouais. Oui. Tu leur en auras parlé ? Je l'ai donné comme référence. Et alors, comment ils ont réagi ? Comment tu les trouves, les étudiants ? Je les trouve intéressés par l'écriture, intrigués par l'écriture aussi, désireux d'écrire beaucoup. Parce que j'ai l'impression que le fait qu'ils soient à Sciences Po leur fait craindre une sorte de perte de cet amour-là de la littérature, de l'écriture, puisqu'ils n'en ont pas à proprement parler à Sciences Po. Et donc ils s'y attachent avec beaucoup plus de joie et presque de férocité. Je les trouve extrêmement précis et ils n'autorisent pas le relâchement. Je veux dire par là qu'ils ne m'autorisent pas à me dire, voilà, je vais être tout à fait tranquille avec eux et me pointer devant eux et parler, quoi. Je pense que j'aurais beaucoup aimé, à leur âge, pouvoir discuter avec un écrivain d'écriture. C'est quelque chose que je n'ai pas eu. Mais on est dans un espace de classe et dans un séminaire, pas dans un cours magistral. La différence, c'est que les séminaires sont toujours plus démocratiques et égalitaires. Ça, c'est le vieil anarchiste en moi qui parle, tu sais. Je sais très bien. J'espère qu'on abordera d'autres sujets que celui de Sciences Po. Si ça ne tenait qu'à moi, Mohamed, on ferait l'émission entière sur ta mère. Oui. Ça me terrifierait, mais ça me plairait aussi. Tu sais pourquoi ? Parce que dans toutes les biographies que je vois sur moi, les officiels comme les non-officiels, on me décrit toujours comme un fils de médecin. Comme si c'est mon père qui m'avait engendré. Évidemment, oui, mais il a eu besoin d'un peu d'aide tout de même. Mais c'est peut-être parce que moi-même, je ne parle pas énormément de ma mère. Pas énormément, pas tant que ça de mon père non plus. Mais je ne sais pas pourquoi, on a surtout retenu que j'étais fils de médecin. Comme si ça avait une signification. Peut-être que ça en a une. Que je sois fils de, mais seulement du médecin. Alors que ma mère mériterait en effet toute une émission. Mais je te laisse, tu la feras, j'espère, un jour. Bon, c'est ma manière de lui faire un clin d'œil.
L'autre sujet que nous abordons souvent ensemble, qui aurait pu être le thème de l'émission, c'est de l'importance de la glande. Je me suis dit que les étudiants de Sciences Po doivent savoir que glander est essentiel, Oui. que c'est ton passe-temps favori, Oui. et que c'est un grand sujet de conversation entre nous. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Je suis un lointain héritier de Oblomov, ce grand personnage de roman dont le but était de ne rien faire. L'ennui, mais il faut beaucoup d'énergie pour s'ennuyer. C'est pas s'ennuyer d'ailleurs. Glander, ce n'est pas nécessairement s'ennuyer. Mais c'est simplement se donner du temps. Se donner beaucoup plus de temps, beaucoup plus de profondeur dans l'immobilité, mais c'est celle qui permet ensuite de libérer un certain nombre d'énergie, de voyager, et puis de se remettre en question et de se resituer en permanence vis-à-vis du monde. Donc oui, pour un art irréfréné de la glande, c'est notre prochain livre à 4 mains. Ah, j'espère un livre qui ne s'achèvera jamais. Je l'espère aussi. Mais oui, c'est nécessaire et je voulais le mentionner parce que je pense que c'est ta façon aussi de te remettre de tes sollicitations, de la pression d'une certaine manière, de jouir aujourd'hui d'une certaine reconnaissance, d'être attendu, d'être écouté. On attend beaucoup de toi aujourd'hui. C'est aussi, ça vient avec ce prix que tu as reçu, à la fois en France et au Sénégal, un peu partout. Tu t'es accordé un petit moment de disparition après l'avoir reçu, quelques mois. Oui. Après l'avoir reçu, alors en novembre et décembre, je n'ai pas pu, mais tout le mois de janvier 2022, je l'ai employé à ne rien faire, ou en tout cas à me coucher, à rester couché. De toutes les manières, je crois que j'appartiens à la famille des écrivains couchés. Il y en a eu de célèbres, certains parce qu'ils n'avaient pas le choix, d'autres parce qu'ils étaient mourants, certains parce qu'ils avaient vraiment décidé. Je pense à Proust dans son lit, à Ionesco, grand partisan aussi de l'écriture horizontale. Je suis resté couché tout le mois de janvier 2022, quasiment, à regarder le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique des Nations, mais à me demander aussi ce qui m'était véritablement arrivé les 2 mois auparavant et à comment est-ce que j'allais me trouver une voie de sortie. Mais ces 2 mois-là m'ont simplement appris qu'il n'y avait pas de voie de sortie en réalité. Et donc cela m'a permis le mois de janvier m'a permis de l'accepter, qu'il n'y avait pas réellement de voie de sortie, mais qu'il y avait toute une possibilité dans ce tunnel-là de creuser des galeries autres par où je pouvais passer. C'est intéressant que tu parles de creuser des galeries. Moi, je cherchais des sillons à creuser avec toi aujourd'hui. Je me suis dit, de quoi allons-nous parler ? Je t'ai entendu évoquer à Sciences Po l'injonction, en tant que Sénégalais, de se positionner par rapport à Senghor. J'ai donc ressorti la biographie de Simon Djamy, que je te conseille d'ailleurs. J'ai relu certains passages sur ce trio qu'il formait à Louis le Grand avec Césaire et Pompidou, et je me suis dit, tiens, ce serait une piste intéressante pour les étudiants. On pourrait s'imaginer être 2 petites souris qui écoutons leurs conversations et qui imaginons comment ces conversations ont influencé leurs chemins respectifs, et inexorablement dévoyé ou pavé le destin collectif. Je me suis dit aussi que ce serait une opportunité de parler de toi en tant qu'élève à l'école militaire, que tu as d'ailleurs intégrée pour rester avec ta bande de copains, justement. Bien sûr. Pas par vocation militaire, mais je pense que c'était la meilleure des raisons d'y aller pour suivre mes copains. L'école fêtait récemment ses 100 ans. Ils m'ont demandé d'écrire un texte pour le journal de l'école que j'ai dirigé qui s'appelait « La voix de l'enfant de troupe ». Et j'ai dit, et c'était vrai, que le jour où j'écrirai mon livre sur cette école-là, sur mon passage dans l'école, je pense que j'arrêterai d'écrire. Je pense que ça dit simplement l'importance que ça a eu pour moi, mais dans tous les sens. Quand je dis importance, ce n'est pas nécessairement positif. Ça a aussi eu, puisque c'est une école militaire, une sorte d'école d'apprentissage, on y vit aussi un certain nombre de désarrois. D'ailleurs, l'un de mes écrivains préférés,
Robert Musil, a écrit Les désarrois de l'élève Turles. Et l'élève Turles est dans une situation qui était celle de la mienne finalement, quand j'étais au Prytanée militaire de Saint-Louis, puisque c'est l'école dont on parle. Musil lui-même a été dans ce type d'école-là. Ils sont quelques écrivains comme ça à avoir écrit des chefs-d'œuvre, mais des chefs-d'œuvre assez discrets à l'ombre de leurs grandes œuvres. Il y a Musil, il y a Vargas Llosa, Charles Juliet, qui sont passés par des écoles militaires, des internats militaires. Ils ont toujours écrit à ce sujet des œuvres qui sont capitales dans leur œuvre magistrale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la formation militaire qui nourrit l'écriture, justement ? Il y a un certain art de la discipline, mais en même temps, une sorte de provocation à l'indiscipline. Forcément, on est adolescent, on passe 7 ans là-bas, on est formé dans une tradition militaire, une rigueur militaire, mais dans le même temps, ça appelle la contrebande. Ça appelle ce qu'on appelait... La dissidence. Ce qu'on dit la dissidence, ouais. Le fait de trouver d'autres voies. Donc ton côté provocateur, espiègle et tout ça vient aussi de là ? Moi, je pense qu'il était déjà là avant. Tu es la seule à voir ce côté provocateur, espiègle. Je ne suis pas du tout comme ça. Je suis un être militaire, austère, bien sûr, rigoureux, qui obéit. Voilà. Mais oui, ça a eu une certaine importance. Il reste à découvrir laquelle a mesuré cette importance. Mais je ne me suis pas encore penché dessus parce que c'est un livre, c'est une expérience que j'ai aussi peur d'écrire. Vous étiez entre copains ? Il n'y avait pas la distraction des filles aussi ? C'est vrai, ça c'est un autre grand sujet. J'ai été éduqué par beaucoup de femmes, élevé par beaucoup de femmes, jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, je suis allé dans cette école où je n'ai fréquenté que des hommes. Et forcément, ça vous change un homme. Et quand je suis ressorti et que j'ai dû de nouveau fréquenter au quotidien des femmes, être dans les mêmes classes que des femmes, devoir avoir des relations, discuter, ça a nécessité tout un réapprentissage, on va dire. Mais ça aussi, c'est une autre grande question. Laquelle ? Que celle du rapport aux femmes, je veux dire. Il n'y avait aucune fille, vous étiez tous entre garçons et tu rentrais. C'était interne, c'est ça, tu rentrais. C'était un internat non mixte. Oui, un internat de garçons. Et tu es encore très copain avec toute cette bande. Oui, bien sûr. Ouais. Vous êtes liés à vie, je pense. On est liés à vie. On s'est vu grandir, on s'est vu faire tout et n'importe quoi, on l'a fait ensemble. Entre 12 et 19 ans. Donc oui, nous sommes devenus quasiment de jeunes hommes ensemble. Ouais. Tu sais que quand j'ai appris que tu avais fait une école militaire, j'ai pensé qu'au fond, tu étais sans doute espion. Beaucoup de gens le croient. Évidemment, je ne peux pas dire oui, même si c'est le cas. Mais pour quel service ? Je ne peux pas affirmer. Je laisse planer le doute, mais le doute est mon métier. Voilà. Comme écrivain, mais aussi comme potentiel espion. En tout cas, tu en as vu défiler des personnages depuis ce prix. Franchement, je pense que tu peux faire tu as un aperçu du paysage français assez précis, je pense. Des strates du pouvoir, T'en as vu des choses, t'en as entendu des histoires aussi. Oui. N'en faisons pas trop non plus. Je demeure juste un écrivain qui a reçu un prix important. Après, évidemment, on en voit beaucoup. Il y a toute une faune, dont je fais partie d'ailleurs, qui défile, qui est tantôt très drôle, tantôt assez inquiétante. Mais j'ai beaucoup de tendresse, inquiétante, finalement. Je dois te relancer sur inquiétante. Inquiétante pourquoi ? Elle est inquiétante dans le sens où parfois elle donne une image de ce qu'on pourrait devenir et qu'on ne veut pas devenir soi-même. Dans le comportement, dans les valeurs, dans la vision du monde. Oui, mais bon, tout cela est évidemment très, très, très subjectif. Mais globalement, j'ai beaucoup de tendresse pour toutes les personnes que j'ai vues, importantes ou complètement anonymes depuis l'attribution de ce prix. Mais avant de l'avoir, ce prix, je veux dire, j'étais déjà une sorte d'observateur de toutes ces différentes strates-là. Bien sûr, comme tous les écrivains. J'étais de l'extérieur, si on veut. Parfois, je faisais des incursions.
mais c'était mon travail d'espion qui le requérait. J'ai été beaucoup marqué par Balzac, et Balzac est un observateur. Il essaie de voir, on va dire. Donc je ne suis pas Balzac, mais disons que le fait d'observer, pour moi, fait partie des qualités premières d'un écrivain. Mais observer, il faudrait déplier ce mot, ça implique plusieurs choses. Mais Balzac il parlait de seconde vue. Il disait que le romancier en particulier, devait avoir une seconde vue. Qu'est-ce que tu as découvert cette année avec ce prix, avec tous ces gens que tu as croisés, que tu ignorais? Alors, c'est plutôt vers moi, parce que je pense qu'on ne découvre jamais véritablement les choses que pour soi. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise vraiment sur moi-même, c'est que il faut que je lutte un peu plus pour rester seulement, mais c'est déjà beaucoup, un romancier. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, parce que tu es quand même très jeune, ce prix est symbolique, pour toutes les raisons qu'on sait. Tu es resté humble, disponible, disposé. J'ai jamais eu l'impression que l'ego venait obstruer la route, tu vois, ou ta vision des choses. Tu m'as épaté. Écoute, oui, si c'est ainsi que tu le vois, j'en suis très, très heureux. Mais j'ai tenté depuis le début de rester moi-même, ce qui est tout à fait une illusion. Mais je tenais justement à garder cette illusion-là, parce je pense qu'elle m'a sauvé de moi-même aussi, d'une certaine manière. Mais il faut une sacrée intelligence pour comprendre ça. D'où elle te vient, cette intelligence et cette sagesse? Quand est-ce que tu as compris que qu'il fallait pas tomber dans ce piège? Dans l'émission sur ma mère, on en parlera. Avant d'avoir ce prix, il ne représentait pas pour moi le Graal absolu. C'est un prix très beau, très important. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que j'ai compris très tôt, parce que j'ai passé de longues années dans une forme de solitude ou d'espace très confidentiel, où j'ai vraiment forgé mon rapport à l'écriture et au livre. Et ce temps et cet espace-là m'ont appris que ce que je cherchais véritablement ne pouvait se trouver que entre moi et moi-même finalement. Ce qui fait que tout le reste qui arrive de l'extérieur, que ce soit extrêmement positif comme pour ce prix, ou beaucoup moins agréable comme pour les polémiques qui l'ont parfois accompagné au Sénégal, rien de tout cela ne devait me détourner de ce que je pensais vraiment être l'objet de mon travail et de ma recherche. Et cet objet-là est très difficile à verbaliser. Mais je sais, en tout cas, que c'est quelque chose qui n'implique que moi. Et qu'il ne fallait pas que je laisse quelqu'un ou quelque chose se mettre entre moi et cette recherche-là. Et peut-être que c'est ça qui m'a sauvé, ou qui a fait que très vite j'ai eu une sorte de distance un peu ironique, jamais d'indifférence, mais parfois de distance avec le prix et avec tout ce qui l'a accompagné. Et il fallait le faire sans non plus donner l'impression d'être un blasé cynique qui n'en avait rien à faire, parce que ce n'est pas le cas. Et qui manquait de gratitude, ce qui n'était et qui manquait d'une sorte de gratitude ou de reconnaissance. Alors que c'est une valeur à laquelle je tiens beaucoup, la gratitude et la reconnaissance, d'abord envers les écrivains, mais ensuite envers aussi des gens qui vous reconnaissent, vos pairs, ou des institutions, ou qui reconnaissent votre travail. Je ne suis pas du tout du genre à ensuite cracher ce n'est pas du tout cela. Mais c'est simplement faire comprendre que l'objet de l'écriture, le lieu de l'écriture, se joue ailleurs. Bien sûr, tu t'es apprivoisé tôt, tu as eu cette chance-là, et ta vie intérieure est le moteur en fait. Oui, oui.
L'un de mes écrivains préférés, c'est un écrivain italien qui s'appelle Pavese, Cesare Pavese. Il a dit qu'au fond, ce qui était le plus important pour un écrivain, ce n'était pas l'expérience, mais l'expérience intérieure. Donc ce n'est pas les choses qui vous arrivent qui sont importantes, c'est toujours la manière dont vous les appropriez, vous les interprétez, vous les vivez intérieurement et vous en faites des occasions de grands débats intérieurs pour vous réinterroger toujours sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez faire et sur où vous voulez aller. Mais ça nécessite en effet de ne pas abandonner sa vie intérieure. Or, un prix pareil peut très vite vous inviter à abandonner la vie intérieure pour n'être que dans la vie extérieure, dans la représentation, dans le discours. Et c'est ça, je pense, qui m'a très tôt effrayé aussi et que je voulais coûte que coûte éviter. Te préserver de ça aussi et puis de ne plus pouvoir écrire librement, j'imagine. Oui. Tu t'y es pas encore remis. Non. Et je suis confiante parce que je pense que tu retrouveras cet état et cet endroit que tu as apprivoisé. Tu es une irréductible optimiste. Donc. Ouais, tu dis ça, mais enfin bon, parfois tu me recueilles dans des moments de grande fragilité. Tu veux qu'on en parle? Non, ça va. Si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Mais enfin, je doute qu'on s'intéresse à moi dans cette conversation. Tu verras. On organisera une émission. Promets-moi qu'on organisera une émission. Ou c'est toi qui m'interviews? Ouais. Puis tu vas en Asie bientôt, on pourra parler un peu d'Asie ensemble. Oui, puisque tu es oui, tu as grandi, enfin, tu as passé une partie de ta vie au Japon. Ouais. Et un peu aux États-Unis que tu ne connais pas encore non plus, et on en parlera ensemble. 2 pays que je ne connais pas. Mais avant d'y aller, nécessairement, je viendrai te voir. Oui. Que tu me donnes les clés. Ouais. Alors, tu disais que ce n'était pas le Graal, ce n'était pas le Goncourt. C'est quoi le Graal alors pour toi? Mais justement, c'est ce que j'ai du mal à verbaliser. Je crois que ce qu'on écrit ou ce qu'on a envie d'écrire s'ouvre toujours devant nous comme une sorte d'abîme très profond qui nous invite à évidemment plonger, qui nous invite à chercher, mais qui ne nous dit jamais exactement ce que c'est, ce qu'on cherche. Je crois que c'est tout à fait une métaphore absolue du travail de l'écrivain. Donc le Graal, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Mais je sais en tout cas qu'il m'appelle toujours. Voilà. Mais il est dans l'œuvre à écrire, il est dans le travail à écrire, il est de façon même tout à fait élémentaire et simple, il est dans la satisfaction éphémère que j'éprouve juste dans une phrase. Un moment de grâce, quand tu sens que tu... Oui. Je pense que dans la plus secrète mémoire des hommes, il y en a eu un. Oui, il y en a eu. Mais ce qui fait à la fois leur beauté et leur drame, c'est qu'ils sont toujours éphémères. Mais lorsque cela arrive, évidemment, ça... C'est pas que ça les annule, mais ça rend dérisoire tous les autres moments, qui sont beaucoup plus nombreux que les moments de grâce, qui sont ceux d'un grand labeur, où c'est nous qui tirons le manuscrit, c'est nous qui tirons comme des bêtes de trait. Et puis, à un moment donné, l'attraction s'inverse. Et c'est l'œuvre qui vous tire. Et c'est ça le moment de grâce, qui vous soulève quasiment de terre. Et heureusement que ce type de moment-là n'est pas si répandu. Heureusement que ça n'arrive qu'à dose vraiment assez douce. Parce que si c'était tout le temps, ce serait aussi invivable. Je crois de telle jubilation, une telle extase, un tel abandon, une telle grâce n'est pas toujours supportable. On a besoin pour les éprouver d'en passer par de longs moments où nous sommes les charistes finalement de la chose. Tu te souviens de la première fois que tu as entendu ta voix, parce que tu fais référence, comme de nombreux écrivains, à l'importance de la voix. Mm-hmm. Tu te souviens de la première fois que tu as écrit et reconnu, entendu, perçu ta voix? Oui. C'était quand? Oui. Comment?
C'est arrivé très tard, hein, parce que je me suis mis à écrire. Enfin, très tard. Très Mohamed tard. a 34 ans, là. Tard, c'est un peu Voilà, exagérant. tu veux refaire ton numéro de... C'est arrivé très tard, relativement. Je veux dire que pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment écrit. Mais ce que j'appelle écrire, c'est vraiment avec une conscience qu'on est en train d'écrire. Non pas que c'est sérieux, non pas que ça va être... mais que simplement, on est dans un geste qui va au-delà de... juste, je suis en train de... soit de m'épancher ou de m'exprimer ou que... Un geste mais artistique. Vraiment, voilà, Ouais. qu'on est dans un geste auquel enfin, un geste que l'on charge d'une prétention artistique ou d'une ambition artistique du moins. Et cela, j'ai commencé à le ressentir après 20 ans, ce qui est relativement tard. Et donc, cette première expérience-là, j'ai dû l'avoir aller vers 21 ou 22 ans, en me disant, sur un texte que j'avais écrit à l'époque, voilà non seulement ma voix profonde, mais ce que je suis véritablement. Ce qui était d'une prétention absolue, comme si je le savais. Mais je pense que c'est le propre de ces moments de grâce-là, de vous montrer votre voix dans ce qu'elle a de plus naturel. Et de vous dire aussi, de vous donner l'illusion que vous êtes tout entier dans la phrase que vous êtes en train d'écrire, que vous venez d'écrire. L'authenticité. Une forme d'authenticité, oui. Et le sentiment qu'il n'y a rien à prouver à personne à ce moment-là. Et ça, oui, je l'ai ressenti sur une petite nouvelle que j'ai écrite il y a longtemps et que j'ai perdue d'ailleurs, mais qui était consacrée précisément à Balzac. C'était une nouvelle sur la statue de Balzac qu'on trouve au croisement du boulevard Montparnasse et du boulevard Raspail. La statue de Rodin, assez très très célèbre. J'avais consacré un texte à cette statue-là. Et c'est, je crois, le premier texte que je peux dire littéraire, que j'assumerai comme tel, mais je l'ai perdu. On a démarré avec Senghor, Oui. Je tenais absolument à le dire parce que peut-être qu'on serait écouté par des étudiants de Sciences Po, d'autres étudiants aussi. L'idée, c'était un peu d'ouvrir le champ. Tu étais un élève moyen. En tout cas, j'ai dit ça. En tout cas, tu n'étais pas parmi les meilleurs élèves de ta classe, si? Ça dépendait des périodes. Mais disons que j'étais un élève assez dissipé. Mais globalement, j'étais un élève plutôt un bon élève. Mais jamais l'excellent élève, C'est on ça. va dire. Parce que je soupçonne que les excellents élèves ne font pas forcément de grands écrivains. Et donc, c'était ma manière de dire aux étudiants de Sciences Po ça dépend. de ne pas s'inquiéter trop. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut le dire. Ouais. Ou aux autres étudiants d'ailleurs. C'est vrai. En fait, ce n'est pas lié. Tu vois où je veux en venir? Évidemment. Ouais. Ce n'est pas lié. Parfois, ça donne de grands écrivains. Parfois, ça donne de grands poètes, comme Senghor. À ces moments d'études-là, il a eu un certain nombre d'échecs. C'est-à-dire, avant l'agrégation, il y a eu ces échecs-là. Et il a échoué aussi à Normal Sup. Ouais. Là où quelqu'un comme Césaire, par exemple... Oula, j'espère que ce sera... Passons. J'espère que ce ne sera pas coupé et que tu vas... et que notre président, enfin ton président va t'appeler, tu vas voir. Oui, là où Césaire, par exemple, avait réussi à entrer à Normal Sup. Mais en effet, en fait, ce n'est pas corrélé. Il n'y a pas de corrélation entre les études qu'on fait et la façon dont on peut être brillant en classe, en cours, et ce qu'on cherche dans l'écriture. Il arrive parfois que de brillants élèves deviennent de brillants écrivains, de très grands écrivains. Tu penses à qui? Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, oui, si on pense à quelqu'un très connu, quelqu'un comme Rimbaud, on va dire Rimbaud, brillant élève, premier prix dans les latins, etc., très précoce, qui devient ensuite précoce en tout, qui devient le poète. Ils sont nombreux comme cela, je pourrais en citer beaucoup, mais comme je pourrais citer aussi une palanquée d'écrivains qui étaient absolument médiocres ou assez anonymes en classe et qui sont devenus de très très grands écrivains. Oui,
Quelqu'un comme Bolagno n'était pas particulièrement brillant ou remarquable en classe, mais c'est devenu l'écrivain qu'on sait. J'ai toujours été intrigué par ça. Qu'est-ce qui, dans notre histoire personnelle, fait de nous des écrivains et fait de nous de grands écrivains dans notre parcours? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'enfance? C'est le rapport au père? Est-ce que c'est le rapport à la mère? Est-ce que c'est le rapport au langage, à la lecture, au livre? Parfois un peu de tout cela. Mais est-ce qu'il y a un élément déterminant? Ça serait peut-être... Je pense que tous les écrivains cherchent aussi cela. Que la grande question de fond, en tout cas l'une des grandes questions de fond pour les écrivains pourrait être celle-là. Qu'est-ce qui fait que je suis devenu écrivain? Ou d'où est-ce que je suis sorti comme écrivain? Mais dans ton cas, ça m'a l'air d'être ce moment où tu entends ta voix, où tu as conscience qu'elle est authentique, qu'elle dépasse finalement l'intention de dire, le besoin d'exister, celui aussi d'être reconnu. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Tu aimes écrire, tu prends plaisir à le faire ou Oui. Je prends plaisir à écrire comme le masochiste prend plaisir à être fouetté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, ce qu'il y a de difficile dans l'écriture est précisément ce qui aussi procure le plus de plaisir à la fin. C'est la raison pour laquelle je disais que la raison pour laquelle on apprécie d'autant mieux les moments de grâce qu'on sait qu'ils jaillissent de grands moments de labeur et de dureté. Mais oui, j'aime écrire. Globalement, c'est la tonalité qui domine tout de même dans l'écriture, c'est la joie. Tu sais, je me suis entretenue avec Jonathan Coe il y a quelque temps et je lui ai demandé en quoi êtes-vous un bon écrivain, en quoi pourriez-vous être un écrivain meilleur? Et tu veux me poser la même question? Je refuse la question. En quoi est-ce que je pourrais être un écrivain meilleur? Ou en quoi est-ce que je suis un bon écrivain? Ouais. Tu sais en quoi tu maîtrises ton craft. Il y a quelque chose que tu dois savoir bien faire puisque tu t'y attelles. Donc tu dois le savoir. Et donc ce sera intéressant pour les gens qui nous écoutent de le comprendre. Et puis aussi, ce qui mérite encore d'être travaillé ou macéré ou... Je vais commencer par ce qui mérite d'être travaillé. Je crois que c'est le fait de toujours aller vers le maximum, vers le plus de simplicité. Mais simplicité ici est un mot trompeur. Simplicité ne veut pas dire faire des phrases simples. C'est le fait de toujours attendre à l'essentiel le plus directement possible. C'est presque une quête d'absolu. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup. Et ça pourrait être aussi l'une des choses que je sais faire. Je pense que parfois j'arrive à toucher à une forme de simplicité en faisant tout le contraire de ce qui apparaît comme une simplicité. Je pense que oui, il y a quelque chose de très chaotique en moi que j'arrive à mettre dans les phrases. Ce qui peut-être demande un certain talent. Et précisément pour ça, juste faire passer une forme de chaos dans l'écriture, qui est tout l'inverse d'une forme de simplicité. Et en même temps, je cherche la simplicité. Donc, pour attendre à ce qui ferait de moi peut-être un écrivain meilleur, il faudrait renoncer à ce qui fait de moi aujourd'hui peut-être un écrivain acceptable. De quoi tu as peur aujourd'hui? J'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur de ne plus être très exigeant vis-à-vis de moi-même. De ne plus avoir une certaine ambition dans ce que je cherche. Ce serait grave de la perdre, cette ambition? Oui, bien sûr. Quand je dis ambition, je précise les ambitions littéraires. C'est-à-dire, c'est vraiment de ce que je cherche dans l'écriture
Et parfois, on peut être tenté d'y renoncer en se disant à quoi bon, puisque je peux maintenant tranquillement, surtout après un prix, mener une carrière littéraire assez tranquille, devenir une sorte de rentier du symbole d'un prix ou de la valeur d'un prix. Voilà, j'ai peur simplement de ne plus être très inquiet vis-à-vis de ce que j'écris. Donc, T'as peur de t'y remettre? Ça fait 2 ans que t'as pas écrit. Ça fait quasiment 2 ans que je n'ai pas écrit. Ça ne m'inquiète pas. Le fait de rester longtemps sans écrire, parfois ça me manque, mais ce n'est pas non plus, on n'en est pas encore au stade de la démangeaison mortelle. J'ai un peu peur de m'y remettre tout de même. En tout cas, je me pose la question de savoir comment mon corps va réagir, comment mon esprit va réagir quand je m'y remettrai. Ça, je ne sais pas du tout. Laisse faire et vois. La recherche sera différente, l'expérience sera différente. Elles sont toutes singulières. Et je pense que les voix seront là, tu danseras avec elles. À un moment donné, elles se tairont et tu avanceras. Oui, c'est souvent le processus. Ce qu'on appelle, je pense, l'expérience. En tout cas, dans le domaine de l'écriture, avoir de l'expérience, je veux dire, ce n'est peut-être que ça. C'est-à-dire ne plus s'inquiéter quand les choses ne viennent pas tout de suite ou qu'elles ne viennent pas comme on le voudrait. Et qu'il y a toujours un ensemble d'autres voix, d'injonctions, de peurs qui viennent polluer l'idée qui arrive, ou en tout cas l'histoire qui arrive avec ces personnages. C'est de ne plus s'inquiéter de livre en livre. Moi, je m'inquiète encore, mais je m'inquiète déjà beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc ça doit vouloir dire que malgré tout, j'ai acquis un peu d'expérience en la matière. En tout cas, si je n'ai plus rien à dire, je tirerai ma révérence avec beaucoup de joie. Si je sens que je n'ai plus rien à dire, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété, ça, et je le redis ici, et je le dis sans aucune tristesse, ni mélancolie, ni... Au contraire, ce serait presque comme une sorte de sentiment de libération, ou du sentiment que du peu de choses qu'on a parfois à dire si notre métier est d'écrire, parce que fondamentalement, c'est très peu de choses par rapport à ce qu'est l'existence humaine, ce que sont nos sociétés et à leur évolution. Si on a le sentiment d'avoir réussi à dire une ou deux choses parmi tout l'océan de choses possibles, oui, il faut tirer sa révérence avec joie, vraiment. Je ne me vois par exemple pas écrire, tu veux écrire encore pendant, je ne sais pas, mais un certain nombre d'années ou de livres. Je ne vais pas donner de chiffres parce que ça m'emprisonnerait sans doute et on m'y ramènera toujours. Mais je ne me vois pas encore écrire trop longtemps, ni trop de livres. Mais ne me demande pas quel chiffre représenterait ce trop. Oui, je ne pense pas m'éterniser, si tu veux. Il faut une certaine sagesse. Il y a quelque chose de l'ordre du soufisme. Et là, je pense à Souleymane Bachir Diagne. Ah. Ouais. C'est à lui que je pense à cet instant. Le grand Bachir. Ouais. Mon maître, notre maître à tous. J'ai lu ses mémoires cet été. Bon, écoute, c'est pas folichon. Attends, c'est très drôle. Je peux te dire ça à toi. Écoute, il est. Je les ai lus parce que j'ai un infini respect et admiration pour lui. Quand je te dis c'est pas folichon, si tu veux, bon, il n'y a pas de. Non, il faut pas s'attendre. Il n'y a ni sexe, ni drogue, ni rock'n'roll, forcément. Non, oui, c'est pas non plus Mick Jagger. Enfin, je veux dire, c'est Souleymane Bachir Diagne. Le sommet, si tu veux, de la débauche chez lui, c'est quand il dit qu'il allait danser à je ne sais quelle boîte de nuit avec un exemplaire de Schopenhauer dans la poche. Et que ses camarades de l'époque lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fous, viens !» Qu'est-ce que tu es transgressif. Et lui, c'était le sommet de la transgression, tu te rends compte. Mais bon, après, c'est un homme qui... Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai pensé à lui quand tu as dit ça? Je vois très bien, parce que Bachir est lui-même un soufi.
Intellectuellement, c'est un soufi. Spirituellement, c'en est un. Dans son attitude, c'en est un. Je pense que lui-même le refusera, mais c'est exactement la façon dont un soufi réagirait si on lui disait. Et il est intéressé par le soufisme. Il l'a étudié, il le raconte dans toute sa jeunesse, et aussi marqué par ça. C'est qu'en même pense temps que c'est la branche de l'islam qu'il révère le plus, finalement. Oui. Il est arrivé à la philosophie par le soufisme, par la religion. Et l'un des premiers livres qui les fait connaître, c'est Comment philosopher en islam. Ce qui est une démarche de soufi, nécessairement. Mais j'aurais pu, en un sens, comme j'ai dit que c'était mon maître, mais c'est pour d'autres raisons. Mais sur ce chemin-là du soufisme, j'aurais pu avoir une trajectoire assez analogue à la sienne. Mais une certaine forme de soufisme m'intéresse beaucoup et je la place dans ma manière d'écrire. Ce que je disais par exemple tout à l'heure sur le fait que mon rapport à la question de l'écriture est strictement intérieur. Strictement intérieur pourrait être une manière de définir ce qu'est le soufisme. Mais ça ce propos demanderait à être développé, mais tu inviteras Bachir pour en parler. Pour en parler. Mais tu vois, c'est drôle que son nom m'est apparu, me soit venu au moment où tu parlais de ce rapport à l'écriture et aussi de tirer sa révérence et savoir à quel moment s'extraire de la scène aussi, s'extraire de... Oui. Ça, c'est Je pense qu'il faut vraiment avoir, à un moment donné, cette élégance-là ou cette décence-là. Il faut pas trop s'éterniser. C'est fatigant pour soi, c'est fatigant pour les autres. Je le dis comme ça, ce n'est pas une injonction, parce que parfois, ce que l'on cherche demande du temps, demande beaucoup d'œuvres, sans doute. Je pense qu'il y a toujours dans la création deux manières de faire, d'accéder à ce qu'on pense essentiel pour soi. Il y a ceux qui s'y prennent par accumulation, qui posent les œuvres les unes sur les autres, et puis il y a les autres qui s'y prennent par soustraction. Ce qui veut dire que chaque œuvre est une œuvre de moins, et pas une œuvre de plus, jusqu'au jour où on arrive à l'essentiel. Ça peut être deux chemins différents qui mènent au même... Tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? À quoi ? The Road Not Taken, ce poème que je t'ai d'ailleurs... Oui. C'est moi qui t'ai... Oui, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Ouais. Très beau. Je ne l'ai pas en mémoire, sinon je l'aurais lu. Mais c'est un peu ce que tu décris. Oui. C'est-à-dire l'idée d'un autre chemin. D'un autre chemin. Celui qui n'est pas emprunté. Oui. Moi, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, que dans le travail de l'écriture, il s'agissait plus d'une soustraction. Voilà. Est-ce que cette expérience de remporter ce prix, ça a changé quoi dans ta vie d'humain, pas d'écrivain ? Alors, pas d'écrivain, pas vraiment dans l'écriture, tu veux dire. Ouais. Ça a changé beaucoup de choses, évidemment. Pour être tout à fait terre à terre, sur les questions bassement matérielles, ça a tout changé, bien sûr. Bien sûr. C'est bien qu'on le dise, hein, parce que je crois que... Non, ça je ne fais pas du tout, je ne vais pas faire de mystère là-dessus. Ça change beaucoup de choses, ça permet beaucoup de choses, j'aide beaucoup je fais des cadeaux, j'aide ceux que j'aime, je leur fais plaisir, parce que maintenant je peux le faire. Après, on attend aussi de toi maintenant que tu le fasses, qui est encore une autre question, mais peut-être un peu trop intime. De faire quoi ? On te demande de l'aide aussi au pays. Oui, bien sûr. T'es sollicité. Ouais. Bien sûr, mais ça, c'est arrivé même avant, mais c'est simplement que là, c'est à une autre échelle. Mais ça, j'ai toujours... Il y a une responsabilité qui vient avec ça, qui n'est pas des moindres. Oui, c'est une forme de responsabilité, d'attente. Évidemment, il y a toutes les attentes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont d'un ordre plus... politique aussi. Voilà. Mais là, maintenant, il y a un type d'attente-là qui se met en place. Bon, ça se gère, si on veut. Mais l'essentiel de mes dépenses va aux livres. Mais
maintenant, je me retrouve devant l'éternel problème de l'espace. Ce qui fait que là, je suis en train de chercher un autre espace pour mettre les livres et ne plus avoir l'impression qu'ils pourraient à tout moment me tomber dessus et m'écraser dans mon sommeil. La leçon inaugurale que j'ai donnée à Sciences Po lors de la passation de la chaire avec Natacha Pana, j'ai travaillé sur Borges. Enfin, j'ai fait une communication à partir de Borges sur la bibliothèque de Babel. Borges parle de cette bibliothèque de Babel comme quelque chose d'infini, une sorte de bibliothèque univers étendue, sans fin, constamment, comme l'univers en train de se développer. Mais la lecture qu'on pourrait faire aussi, et je pense que Borges l'a, non pas dans ce texte-là, la bibliothèque de Babel, mais dans d'autres textes, il suggère l'idée que la plus belle des bibliothèques tiendrait finalement dans un livre ou dans quelques livres. Lesquels seraient-ils pour toi? Ça c'est une question vraiment trop difficile. On te l'a posée, j'imagine, non? Je ne peux pas y répondre. Moi, je pense que même pour les bibliothèques, c'est une affaire de soustraction. Que cette soustraction dont tu faisais référence dans l'écriture, elle finira par valoir aussi avec l'objet. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas... mais il y a quelque chose je sais pas, cet attachement qu'on a, cette espèce de chose un peu narcissique autour de la bibliothèque, d'avoir autour de soi les livres qu'on a lus. Bien sûr, je sais. Tu sais, je comprends très bien. Mais l'idéal serait en effet une bibliothèque réduite à un seul livre ou à juste une seule rangée ou à juste un seul petit espace concentré, si on veut, en une dizaine de livres qui contiendraient tous les autres ou en un livre qui contiendrait tous les autres. Dans la plus secrète mémoire des hommes, il y a cette idée-là aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé de cela, donc j'en parle ici. C'est ce livre dont l'écrivain Eliman dans le roman, que l'écrivain a écrit et qui lui a valu cette accusation de plagiat, est un livre, une sorte de livre qui contiendrait tous les autres livres. Et au fond, je pense que c'est... toi qui connais la psyché humaine, tu sais que c'est peut-être ça. C'est juste mon rêve que je formulais ainsi, sur le plan romanesque, d'une bibliothèque réduite à un seul livre, mais qui contiendrait tous les autres et qui ferait formidablement gagner de l'espace dans sa maison. Et dans son être aussi, peut-être. Et dans son être aussi, nécessairement. Je suis pas du tout inquiète pour toi. Tu devrais. Je suis sur le chemin de la luxure, de la perdition, de la débauche. Mais bon, c'est pas grave, il faut en passer par là de temps en temps. Tu sais, d'habitude, on l'a pas fait, là, je sais pas, on est rentré dans la conversation de façon abrupte, mais d'habitude, j'aime bien qu'on définisse une intention. Et je ne sais pas ce qu'on a défini jusqu'à présent dans notre conversation. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité et quand même d'une certaine gravité, je trouve. Je ne sais jamais si je suis un homme grave ou non. Ça, j'hésite un peu. De temps en temps, oui, et j'en ai conscience. D'autres fois, absolument pas. Je pense que tu es trop élégant pour aller trop loin dans la gravité. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où ton ego est justement bien placé. Tu sais que, bon, on s'arrête là. Je pense qu'il y a une gravité qui vient avec une certaine intelligence, une certaine sensibilité, avec l'inquiétude d'être au monde, pour reprendre le terme de notre ami Camille de Toledo. Tu sais l'importance aussi d'une forme de légèreté. Et puis après, tu as cette légèreté-là. Hein. Oui, mais on le sait depuis Kundera. Hein, voilà. La légèreté est insoutenable. J'adorerais le rencontrer. Voilà quelque chose qu'il faudrait qu'on organise. Ouais. Mais il se tait, lui. Tu sais. Ah tiens, en voilà un qui se tait maintenant. En voilà un qui se tait. Qui est sorti de scène. Et pourtant, c'est le moment de parler, mais il se tait. Il se tait. Il en aurait des choses à dire avec tout ce qui se passe. Ah, énormément. Mais je pense que son silence est sage. Oui, c'est le silence d'un écrivain. C'est le silence. Mais c'est pour ça que la figure de Yambo Logem, qui est un peu derrière toute l'histoire de la plus secrète mémoire des hommes,
me fascine aussi beaucoup. Il est arrivé au silence par le plagiat, la violence de cet anathème et tout cela. Mais une chose est d'être réduit au silence et une autre est d'accepter cela et de refuser absolument d'en sortir. Comme s'il avait fait de sa malédiction une chance, le salut, la porte de salut. Tu sais qu'avant que tu viennes, j'ai ressorti Lettres à la France nègre. Tu les as lues? Ah oui. Parce que très cher. J'aimerais quand même qu'on précise, parce que tu en as beaucoup parlé au travers de toutes tes interviews, parce que Wologam t'a inspiré pour La plus secrète mémoire des hommes, sa disparition. Enfin, son... Oui. Lettres à la France nègre, il y a 2 lettres que je pensais lire d'ailleurs en cette fin de conversation. Ah, je t'en prie, vas-y. Il y a j'hésitais entre Lettres au couple mixte, à bon entendeur, Ah, ouais. et Lettres au piscopi nègre d'écrivains célèbres. De même, cher Négraille, il finit « Vous satisferez la demande si vous priez l'érotisme, le suspense et la violence, et selon les mêmes méthodes. » Vous lirez, parce qu'il décrit toutes les méthodes de comment écrire le parfait polar, parce que il en revient à l'idée que quand on est africain, il faut finalement écrire un polar, c'est ça? C'est ça. Qui est précisément ce que tu as fait, mon cher. Il faut écrire un polar avec du sexe, avec du crime, avec un peu de magie, avec etc. Il donne toute une recette. Mais cette lettre est hilarante et terrible en même temps. Parce qu'elle est vraie. Et je te signale que c'est un peu un polar, La plus secrète mémoire des hommes. Oui. Donc tu réponds un peu... Une parodie de polar. Mais ça reste dans le ton de ce que Wologam fait, parce que il dit en réalité, ce qu'il dit là, il s'adresse évidemment aux écrivains africains, qui s'appelle la Négraille, il dit. Mais il s'adresse aussi, disant cela, c'est-à-dire que l'accusation est peut-être beaucoup plus féroce envers le public occidental ou blanc, parce qu'il dit qu'il faut le faire pour un public blanc. Et il est beaucoup plus féroce pour ce public-là, parce qu'il le réduit à juste un public qui aime consommer une sorte d'exotisation facile et presque calculée et calculable, au point qu'on puisse en faire une recette. Mais voilà, dans cette lettre-là, tout l'esprit de ce qu'était Wologam. Et son irrévérence, voilà, parce qu'il a cette liberté et ce ton totalement affranchi de tout. Totalement. Lettre à la France nègre devrait être, je pense, relu et relu aujourd'hui. Évidemment, j'ai beaucoup parlé du devoir de violence. Et puis, il comprend l'écriture, parce qu'il arrive quand même à te disséquer le truc. Il a réussi quand même à... Ah oui, non, c'est un blueprint de comment écrire aussi. Bien sûr, c'est d'abord un formidable écrivain. Et c'est là, dans ce texte-là, plus peut-être que dans le roman, qu'on mesure quel styliste il est. Quel ton il avait. Quelle férocité. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce livre-là ne pourrait plus être publié. Non, et je pense que tu es plus romantique que lui. Que je suis plus romantique que lui? Ouais. Pourquoi? C'est l'impression que j'ai. Tu te rapproches plus de Souleymane Bachir Diagne dans l'essence de ce que tu es que lui. Ça, oui, je suis d'accord. Lui, c'est plus un fou du roi, un Moïse. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il est un peu très volcanique, et je pense qu'il portait en lui une sorte de raillerie qui finissait par devenir très féroce, même envers lui-même, presque méchante parfois. Autodestructrice. Tu vois, toi, ta gravité, elle est plus romantique. La sienne est plus... Oui, après ça dépend des sensibilités qu'on a. Ouais. D'autres considéreront que ça... Ça te vexe pas que je dise ça? Que? Ça te vexe pas que je dise ça? Non, pas du tout. Je suis même flatté. Je rougis. Arrête de rire, sinon on considérera que tu as des idées bizarres derrière la tête. Je peux rougir. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Bon, voilà. Donc, je rougis. Est-ce que quelque chose te reste dans cette fin d'émission? Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour la postérité? Non, pour la postérité. Tu sais que Paul Valéry disait que la postérité, c'est des cons comme nous. Qu'est-ce que tu veux leur adresser? Non, je n'ai rien à dire à la postérité. Mais j'ai juste des mots de remerciement et de reconnaissance pour toi. Pourquoi? Parce que tu fais bien ce que tu sais faire. Tu sais le faire et tu le fais bien. Tu vas me faire pleurer, arrête.
Mais c'est l'objectif. Vas-y, lâche une petite larme. Mais tu m'as encouragée aussi. Vas-y, Tu me soutiens depuis le début. Lâche une petite larme. J'espère qu'avec cette émission, avec tous ces programmes et toutes ces conversations, surtout, on rassurera. Je l'espère aussi. Tu fais très bien les choses. Je suis très heureux de cette émission. Je n'ai pas rien de particulier à dire. J'espère simplement que ceux qui l'écouteront, je ne vais pas dire apprendront quelque chose, mais au moins trouveront que nous avons été sincères. Et moi, j'aimerais exprimer toute ma gratitude à l'égard de ta chère mère et de ton cher père d'avoir créé le petit Mohamed. C'était son anniversaire hier, ma mère. Je lui ai écrit un très beau un message, on va dire. Mais de toute façon, elle c'est une reine le jour de son anniversaire. Comme c'est la seule femme de la famille, je veux dire au sens réduit, on est sept garçons, 7 fils, plus le père. Enfin bon, elle était très heureuse quand on lui a écrit et qu'on l'a appelée et tout cela. Donc je la salue évidemment. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Et en ton avenir, et en tes questionnements, en ta gravité, et en la simplicité qui aura raison de la plus secrète mémoire des âmes. Rien à ajouter. Merci.